Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Moi je suis très heureux d'être avec vous ce matin dans une manifestation qui est l'expression d'un partenariat fécond. Je crois que sur ces questions de l'inclusion, mais plus globalement sur ces questions de société aujourd'hui, on a besoin d'être plusieurs pour être plus intelligents et on a besoin d'être plusieurs pour éviter de juxtaposer nos actions les unes à côté des autres, mais pour créer des synergies et des dynamiques comme cela nous a été proposé tout à l'heure. Alors, avant de laisser la parole ensuite à mon collègue italien qui sera beaucoup plus précis et technique sur ces questions de l'inclusion, je vais essayer de vous faire un petit exposé assez général sur une thématique qui m'est chère et qui me semble au cœur des questions que nous avons évoquées depuis le début de la matinée, qui est la thématique du droit à la différence et du droit à la ressemblance dans l'acte éducatif. Vous rappelez d'abord que dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie, éduquer, c'est exercer une fonction. Que nous soyons animateurs, éducateurs spécialisés, enseignants, nous exerçons une fonction, qui est de transmettre aux générations qui arrivent et savoir qu'une société juge utile au développement et à l'intégration sociale de chaque individu. Ça, c'est la fonction globale de tous les éducateurs, quels qu'ils soient. C'est la fonction qui les réunit. Mais éduquer, c'est aussi mettre en œuvre des compétences institutionnelles, didactiques et pédagogiques. Institutionnelles parce que nous vivons dans des institutions, que ces institutions ont leurs règles, qu'elles ont leur champ d'application, que ces institutions elles jouent un rôle absolument essentiel dans la structuration du paysage éducatif. Compétences institutionnelles, compétences didactiques dans tous les domaines. Rappelons ici que la didactique n'est pas la spécialité des enseignants. On parle d'une didactique aujourd'hui dans le domaine industriel, on parle d'une didactique dans le domaine de l'éducation spécialisée. La didactique renvoie à une réflexion approfondie sur la manière de transmettre des contenus spécifiques. Et il n'y a pas d'éducation qui ne transmette des contenus spécifiques. Et puis, évidemment, des compétences pédagogiques liées à la capacité d'organiser un groupe, de structurer des activités, de susciter le désir d'apprendre chez ceux et celles que l'on encadre. Et puis, il y a aussi la nécessité pour tous ceux et toutes celles qui s'engagent comme vous dans l'éducation, au-delà de la fonction, au-delà des compétences, il y a quelque chose qui me semble relever d'une mission. Alors j'entends bien que le mot mission peut inquiéter certains parmi vous parce que ça a une consonance un peu religieuse, la mission. Mais je pense que c'est important de rappeler que l'histoire de l'école républicaine, qui a été évoquée tout à l'heure, mais plus globalement l'histoire de la République, consiste à confier à ses fonctionnaires et à tous ceux qui sont associés à la fonction publique. Rappelons à cet égard que le service public ne se réduit pas en France au service d'État. L'école est une institution d'État, c'est un service public, mais les associations d'éducation populaire participent du service public sans être un service d'État. Il faut rappeler toujours cette idée très simple que le service public s'étend bien au-delà de ce qu'on appelle le service d'État. Eh bien, au sein de ce service public, nous avons une mission en termes de projet, en termes de finalité, et cette mission, c'est d'accompagner chaque sujet quel qu'il soit, quelles que soient les origines, quels que soient les handicaps, quelles que soient les ressources, quelles que soient les limites, quels que soient les accidents de la vie qu'il a pu avoir, d'accompagner ce sujet pour qu'il pense par lui-même. C'était la définition que le philosophe Kant donnait des lumières. Qu'est-ce que les lumières? Il disait sapere aude, ose penser par toi-même, n'obéis pas à ceux qui pensent et qui veulent penser pour toi. Et puis s'inscrire dans un collectif solidaire, parce que c'est comme cela qu'on fait société. Alors, si je me permets de vous dire cela en introduction, c'est pour vous rappeler que dans une démocratie, dans un pays comme le nôtre, l'efficacité de l'éducation ne peut pas se juger au seul regard de ses résultats quantifiables. L'efficacité s'éprouve aussi à la capacité à incarner des valeurs. À incarner des valeurs et à faire vivre des valeurs sur le terrain. Alors je sais, nous savons tous,
que nous sommes aujourd'hui matraqués d'évaluations quantitatives. Alors il y en a au niveau international, PISA, PIRST, TIMSS, etc. Ce sont des évaluations quantitatives qui nous permettent d'avoir quelques éléments. On a rappelé tout à l'heure, mon collègue l'a dit, que l'OCDE qui pilote l'évaluation PISA n'est pas un organisme international, une forme d'ONG ou d'UNICEF ou d'UNESCO. C'est quelque chose de précis, l'OCDE, créé après le plan Marshall, pour développer l'idéologie ultralibérale en Europe par la concurrence entre les entreprises et les établissements. L'OCDE est piloté par les grandes entreprises européennes, et l'OCDE a développé les évaluations PISA sur l'hypothèse que la concurrence allait fabriquer de la qualité. Alors ça ne veut pas dire que les évaluations PISA ne valent rien. Elles nous donnent des lumières intéressantes sur le système éducatif français. En particulier, elles nous montrent qu'il y a un creusement des inégalités d'année en année et que cela doit nous alerter. Mais cela veut dire que, en réalité, notre mission éducative n'est pas réductible à ces résultats quantifiables. Voilà. Ce qui distingue un service d'une institution, c'est qu'une institution fait tenir debout des valeurs. Et que la qualité d'une institution ne se mesure pas à la satisfaction des usagers. Personne ne va imaginer que la qualité de la justice se mesure à la satisfaction des justiciables. Si les justiciables sont contents, c'est bien, mais la qualité de la justice se mesure d'abord à sa capacité à incarner la justice et à faire justice. La capacité de l'éducation ne se mesure ni à la satisfaction des enseignants, des animateurs, des parents, ni à la satisfaction des élèves, ni à la satisfaction des évaluateurs internationaux. Elle se mesure aussi à la capacité qu'a l'éducation d'incarner des valeurs et de faire vivre des valeurs dans le champ social, même si ces valeurs ne sont pas mesurables, quantifiables et comparables. Moi je dis souvent, en employant d'ailleurs cette expression à un mouvement pédagogique français, le GFN, qu'il faut déchiffrer l'éducation. Déchiffrer l'éducation, ça veut dire sortir l'éducation de l'hégémonie du chiffre, de tout ce qui est comparable et quantifiable. Ça ne veut pas dire que les chiffres n'ont pas de valeur, ça veut dire que les chiffres ont une valeur indicative, mais que ce ne sont pas eux qui donnent le cap. Les chiffres nous disent où on est, ils ne nous disent pas où on va. C'est la réflexion sur les valeurs qui nous dit où on va, où on peut aller. Alors c'est à partir de cela que je vais tenter de développer, et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est très simple, c'est que pour permettre la construction de démocratie authentique, notre école doit incarner aujourd'hui deux valeurs, notre éducation au sens plus général doit incarner aujourd'hui deux valeurs, le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Et en réalité, je voudrais vous montrer qu'il s'agit d'une même valeur fondatrice, c'est la même, qui se décline de deux manières, et qui consiste à accueillir et accompagner les singularités, pour qu'elles puissent construire du commun sans se renier. On est là au cœur de quelque chose qui est fondateur dans la République. L'école, on a évoqué l'école, on ne va pas parler que d'école aujourd'hui, mais l'école de la République, celle de Jules Ferry, qui a une face sombre et une face lumineuse. Jules Ferry est à la fois le grand organisateur de la conquête coloniale, mais aussi c'est celui qui va promouvoir Ferdinand Buisson et permettre de développer toute une série d'innovations pédagogiques qui sont encore pour une part d'actualité. Mais quand Jules Ferry met en place l'école publique, telle que nous la connaissons, il prend cette image en disant « voilà une petite école, et il y a des gens très différents qui arrivent. Il y a le fils de notaire, il y a le fils d'ouvrier, il y a le fils ou la fille du franc-maçon et le fils ou la fille non pas du curé, mais du chrétien pratiquant, etc., etc. Et tout cela, chacun arrive avec ses problèmes personnels. Il y en a un qui a mal aux dents, l'autre qui est amoureux, l'autre qui s'est fait mal aux pieds, l'autre qui a un problème avec ses parents. Ils ont chacun leur singularité, mais ils vont ensemble partager les mêmes savoirs. Et déjà, dans cette association-là, il y a le fondement de ce qui fait société. Ce qui fait société, c'est l'acceptation de singularités
qui sont reconnus comme singularités, mais qui partagent les mêmes savoirs et qui, grâce à ce partage des mêmes savoirs, peuvent communiquer entre elles, peuvent faire société, peuvent construire l'avenir. Voilà. Donc nous sommes là, je crois, au cœur d'une problématique qui est à la fois très technique et qui concerne l'inclusion de tel enfant, qui concerne le diagnostic, nous en parlerons tout à l'heure, quelle est la valeur des diagnostics, qui concerne l'hégémonie du modèle médical en éducation, qui concerne toute une série de questions de ce type, mais qui concerne plus globalement, comme cela a été dit par mon collègue, une vision de la société. La vision de la société, c'est une société qui accepte les singularités, mais qui ne renonce pas à fabriquer du commun pour construire des solidarités. Alors je vais décliner cela, je vous dis tout de suite que je donnerai aux organisateurs et organisatrices le diaporama, donc vous n'avez pas nécessairement besoin ni de prendre des notes, ni de photographier mes diapositives, vous les aurez sans difficulté. Alors le plan de mon intervention, il est très simple. Première partie, l'accueil des singularités et le droit à la différence. Deuxième partie, la construction du commun et le droit à la ressemblance. Et troisième partie, tout à fait logiquement, conjuguer au quotidien le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Vous voyez qu'on ne peut pas faire plus simple comme plan et comme développement. Première partie, donc, l'accueil des singularités et le droit à la différence. C'est important de faire droit à la différence. Je fais partie de la génération, plus vieux dans la salle, qui a milité pour le droit à la différence. Nous avons milité beaucoup contre ce que nous appelions le mythe identitaire, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait qu'on se ressemble, parce que qui se ressemble s'assemble, et qui s'assemble fait société. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Ce mythe identitaire, qui est une vieille songerie, veut que l'école ou la société soient des sortes de lieux magiques où on abolisse les différences. Voilà. Alors avec à l'horizon un certain nombre de fantasmes, le fantasme de l'uniforme qui abolit les différences. Entre nous, il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française. Il y a eu la blouse, mais la blouse n'est pas un uniforme, c'est un vêtement fonctionnel pour éviter de se salir. Il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française. Mais l'uniforme, il n'empêche, revient régulièrement dans les fantasmatiques collectives. Grâce à l'uniforme, il n'y aurait plus de différence, plus de riches, plus de pauvres, à la limite plus de garçons, plus de filles, etc., etc. On a une belle unité. Cette idée, elle est remise au goût du jour, évidemment, et en particulier par certaines interprétations des travaux en neurosciences, qui nous disent, eh bien, puisque vous avez le même cerveau, vous allez bénéficier exactement des mêmes méthodes et des mêmes enseignements. Voilà. Moi, je suis en débat, et je débat d'une manière très stimulante avec des chercheurs en neurosciences, ils ne sont pas tous d'ailleurs dans cette optique-là. Stanislas Dehaene n'est pas sur les positions d'Olivier Houdet, qui n'est pas sur les positions de Grégoire Borst, etc., etc. Mais un certain nombre de travaux vulgarisés en neurosciences laisseraient entendre que parce qu'on a tous le même cerveau, on doit tous bénéficier exactement de la même chose. Et que l'enseignement doit être exactement le même, par exemple, pour tout le monde. Dans un débat que j'ai eu il y a 2-3 ans avec Stanislas Dehaene, j'ai eu le malheur de lui dire à un moment qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Pas forcément parce que les uns naissent dans les choux et les autres dans les roses, mais parce que leur trajectoire, leur histoire personnelle faisait que, etc., etc. Je lui ai expliqué que même les résultats des filles et des garçons étaient en train de s'écarter, que les filles devenaient de mieux en mieux adaptées à l'institution scolaire et les garçons de plus en plus inadaptés, qu'il y avait aujourd'hui à peu près autant de filles cancres que de garçons brillants, c'est-à-dire extrêmement peu, mais qu'on corrigeait tout cela en disant que les filles avaient de bons résultats parce qu'elles travaillent et pas parce qu'elles sont intelligentes, etc., etc. Donc il y a toute une série de stéréotypes qui sont là et qui sont véhiculés, et je lui ai expliqué qu'il fallait tenir compte de ça. Et il me dit, de toute façon, c'est pas la peine d'en tenir compte parce que les garçons et les filles ont le même cerveau. Très bien, ils ont le même cerveau, mais pas la même histoire, mais pas la même trajectoire personnelle, pas les mêmes pôles d'identification. C'est pas les mêmes personnes auxquelles ils vont s'identifier dans leur enfance. Et donc, même si ils ont quelque chose en commun que nul ne peut nier,
leur différence existe et elle est irréductible. Ce mythe identitaire est donc quelque chose de particulièrement fantasmé. Il y a des différences. Alors quand on parle des différences, et on a évoqué cela il y a un instant, on parle beaucoup des différences liées aux situations de handicap. Mais la question des différences est bien plus large que celle du handicap. Il y a beaucoup de différences qui sont liées à la contingence. La contingence, moi je suis né homme, avec des cheveux bruns à l'époque, je suis né dans un endroit particulier, je suis né dans un milieu d'extrême droite, mes parents m'ont appelé Philippe à cause de Pétain. J'en suis pas responsable. J'en suis pas responsable. C'est comme ça. C'est la contingence. La contingence, c'est mon histoire personnelle. C'est ce qui m'a fait. Eh bien, cette contingence, elle s'exprime à différents niveaux. Ces différences s'expriment à différents niveaux. On les voit au niveau économique et matériel, on les voit bien sûr au niveau social et culturel, nous les connaissons depuis longtemps et elles sont extrêmement déterminantes dans la réussite scolaire et sociale. On les voit dans les réalités socio-affectives. Nous ne réagissons pas de la même manière face aux événements sur ce plan-là. On les voit dans ce qu'on pourrait appeler de façon plus technique les différences de prérequis et de niveau dans les différents domaines de savoir. Chaque enseignant, chaque animateur, chaque éducateur sait que certains enfants vont arriver avec un très haut niveau en matière de maîtrise du numérique, alors que d'autres n'auront pas du tout ce niveau. D'autres vont arriver avec un très haut niveau en matière de connaissance des mangas ou des dinosaures, alors que d'autres n'auront pas ce niveau. Certains auront un excellent niveau sportif, alors que d'autres n'auront pas ce niveau. Et ces différences de prérequis et de niveau existent, bien évidemment, et elles participent de cette différenciation des individus. Il y a aussi des différences de capacité cognitive. Alors, quand je dis ça, ça peut laisser penser qu'il y a une forme d'innéisme des capacités cognitives. Ce n'est pas le cas. Il ne faut pas confondre en matière humaine prédisposition et prédestination. Il y a des prédispositions. Moi, je suis prédisposé à l'infarctus parce que mon père est mort d'un infarctus assez jeune. Voilà. Je ne suis pas prédestiné à l'infarctus. Si je m'astreins à une vie équilibrée, que je fais un tout petit peu de sport et que je ne mange pas trop gras, peut-être que je pourrais éviter l'infarctus. Il y a aussi des prédispositions à la dyslexie. Personne ne le nie aujourd'hui, nous le savons. Ça ne veut pas dire que les gens sont prédestinés à la dyslexie. Ça veut dire que selon la manière dont ils vont être accompagnés, dont ils vont vivre, eh bien, ils vont peut-être pouvoir développer un contrepoison à cela, ou au contraire, eh bien, être embarqués dans des difficultés dyslexiques. Il y a des prédispositions à ce qu'on appelle le TDAH, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et là encore, on sait que ces prédispositions peuvent être activées ou au contraire peuvent ne pas être activées. Et donc ces prédispositions ne sont pas des prédestinations. Il faut être très attentif à ne pas confondre les unes et les autres. Et puis il y a des différences, et celle que pour ma part j'ai le plus étudiée d'ailleurs, de ce qu'on appelle les stratégies cognitives. Moi, j'ai beaucoup étudié au début de mes travaux universitaires la manière dont chacune et chacun se trouvait confronté à un problème particulier. Alors, ça peut être un problème scolaire, résoudre un problème de géométrie avec le théorème de Pythagore, ou un problème matériel, préparer une recette de cuisine, n'importe quoi, et la façon dont chacun s'y prend pour résoudre ce problème. Alors, on sait qu'il y a une multitude de variables. Je ne vais pas toutes vous les indiquer parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses, mais on sait qu'il y a des gens qui vont aller très vite et de manière intuitive à une solution, qui vont expérimenter, qui vont se tromper, qui vont revenir en arrière. Il y a des gens qui, au contraire, vont travailler beaucoup plus lentement, en prenant leur temps, en respectant différentes étapes, parce qu'ils sont effrayés par le fait de faire des erreurs. Il y en a d'autres qui vont se précipiter vers quelqu'un qui peut leur expliquer oralement, d'autres qui vont aller chercher un livre, etc., etc. Il y a une multitude de stratégies cognitives qui fait que selon un des fameux postulats d'un chercheur américain en psychologie cognitive qui s'appelle Burns, il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Chacun d'entre nous a développé dans son histoire des stratégies cognitives particulières et apprend d'une manière spécifique qui n'est pas reproductible.
Voilà. Et quand dans une classe, dans un groupe, on n'utilise qu'une seule stratégie d'enseignement, avec des gens qui utilisent une multiplicité de stratégies d'apprentissage, eh bien, il est évident que ça va un peu coincer. Ça va un peu coincer. Nous savons, nous avons des travaux extrêmement nombreux dans ce domaine, en particulier sur la réussite en mathématiques. On sait très bien que selon les stratégies de présentation des enseignants de mathématiques, certains élèves vont avoir certaines années d'excellents résultats et s'effondrer l'année d'après. Alors attention, cela ne veut pas dire que nous sommes, entre guillemets, selon un certain nombre de tests qu'on trouve dans les hebdomadaires de plage, auditifs ou visuels, etc., etc. C'est plus compliqué que ça. Nous sommes en réalité des êtres complexes et qui développons des stratégies en raison de notre histoire, de nos habitudes, et qui adaptons aussi ces stratégies en fonction des situations. Nous sommes des êtres qui essayons de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui le font d'une manière spécifiquement singulière. Alors, toutes ces différences constituent pour chaque être, pour chacun d'entre nous, les enfants porteurs de handicap, mais les autres, mais nous-mêmes, constituent pour chaque être un rapport singulier et unique au savoir et au monde. Notre relation au savoir et au monde est singulière et unique. Alors voilà les différences dont on parle. Mais prendre en compte les différences, c'est bien. Sauf que nous savons aussi qu'il y a des dangers qui guettent la prise en compte de ces différences. Il y a 4 dangers très importants. Le premier danger, c'est la catégorisation. Catégoriser. C'est-à-dire transformer le continuum en catégories pour tenter de constituer des ensembles homogènes. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. Si on prend, par exemple, quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, les TDAH. On mesure les TDAH avec des tests que j'ai longuement étudiés, qu'on appelle les tests de Conners, qui sont passés pas par les enfants eux-mêmes, mais par leurs éducateurs, etc. Et à partir de ces tests, on donne un chiffre qui situe l'enfant TDAH sur une ligne. Alors vous voyez cette ligne. À un bout, il y a l'enfant qui n'est pas du tout TDAH, et à l'autre bout, il y a l'enfant qui est tellement TDAH que quasiment il ne peut rien faire. Et on met une frontière au milieu. Alors, vous comprenez comme moi que entre celui qui est juste à droite et celui qui est juste à gauche de la frontière, il y a très peu de différence, mais il y a beaucoup de différence entre celui qui est juste à droite de la frontière et celui qui est à l'autre bout de la frontière. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, je mets une sorte de séparation arbitraire qui reste arbitraire, qui me permet de construire des catégories à un moment donné, mais des catégories dont il est difficile de dire qu'elles sont indépassables et indiscutables. Pourquoi celui qui est juste à gauche et celui qui est juste à droite ne seraient pas ensemble? Non, on a fait la catégorie à ceux qui sont et ceux qui ne sont pas. Et donc, cette catégorisation est extrêmement préoccupante et on s'aperçoit, dans l'immense majorité des dépistages des troubles, qu'en réalité, elle est souvent arbitraire. Deuxième danger de la catégorisation, la fixation. La fixation qui s'attache à des différences très saillantes et qui sont saisissables et qui oublie les autres. L'argument que naissent insaisissable, je vous prie de m'excuser. Troisième difficulté, ce que j'appelle la naturalisation. Transformer une différence identifiée en nature profonde de l'individu. Avec très souvent un postulat déficitariste. On me dit Jules est dyslexique. Jules est dyslexique, d'accord. Moi, ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique. Mais pour le pédagogue, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir que Jules est dyslexique et passionné de manga. Parce que le « est passionné de manga », ça c'est positif. Et ça va peut-être me permettre, non pas de résoudre totalement sa dyslexie, il faudra peut-être qu'il soit accompagné, mais ça va me permettre de tirer quelque chose de positif et d'accompagner à partir du positif la personne vers des activités grâce auxquelles il surmontera. Il pourra peut-être surmonter sa dyslexie. Donc il faut se méfier de cette naturalisation,
de ce que j'appelle parfois dans mes travaux l'essentialisation. Moi, je suis extrêmement méfiant aujourd'hui parce que nous avons tendance à essentialiser les individus, c'est-à-dire à les réduire à leurs symptômes. Cet individu, il est réduit à ses symptômes. Certes, il a des symptômes. Il a des symptômes, c'est un TDAH, il est toujours en train de bouger, il est incapable de fixer son attention, mais il n'est pas que ça quand même. Il est aussi quelqu'un qui aime le sport, il est aussi quelqu'un qui peut faire des choses, il est aussi quelqu'un avec qui je peux parler. Et cette façon de réduire l'individu aux symptômes est une façon d'essentialiser la personne qui perd l'humain, en fait. Parce que l'individu n'est plus que l'étiquette que l'on met sur lui. Et ça, je pense que c'est un danger majeur. Quand l'individu n'est plus que l'étiquette que l'on met sur lui, il n'est plus un sujet. Il n'est plus un humain capable d'évoluer. Il est enfermé, naturalisé, fixé, figé, enquisté dans son identité. Et une identité indépassable. Alors on peut après toujours parler d'émancipation. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Sauf que l'émancipation, c'est précisément la capacité à ne jamais être enfermé dans quoi que ce soit et à toujours dépasser les étiquettes dans lesquelles on cherche à vous mettre, à vous enfermer, à vous figer, à vous fixer. Et puis le quatrième danger de la prise en compte des différences, c'est la décontextualisation. C'est-à-dire qu'en réalité, on mesure un certain nombre de choses dans des situations. Si je reprends des troubles de l'apprentissage, ce sont des situations de test en général. Mais ces situations de test, ce sont des situations artificielles. Quand on fait passer un test de QI, bon, on ne fait plus passer tellement de tests de QI, heureusement. On fait passer des tests d'ECNI ou de choses équivalentes. Quand on fait passer un test, c'est une situation particulière. C'est une situation de test. Bon. Qu'est-ce qui nous dit que le sujet va réagir dans cette situation de la même manière qu'il réagit dans la réalité, quand il sera confronté avec d'autres, quand il sera dans un contexte social ou affectif différent? Rien. On décontextualise, c'est-à-dire on ignore que les sujets sont des êtres en interaction avec des objets et que certaines différences peuvent être dues aux objets ou au contexte plutôt qu'à l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'on renvoie sur l'individu des différences que le contexte ou les objets avec lesquels il était en interaction a produit. Et je pense que nous vivons aujourd'hui un moment assez tendu de ce côté-là, parce que nos institutions éducatives ont besoin de classer. Et probablement aucune institution éducative, pas seulement l'éducation nationale, les autres, la Pradis et puis toutes les institutions, les séminaires et n'importe quoi, on a besoin de classer. Alors on classe par âge, par sexe, par besoin, par ceci, par cela, parce qu'il faut organiser. Tout le monde ensemble, tout le temps. Et comme on a besoin de classer, on est toujours tenté de classer à partir d'étiquettes, et d'étiquettes dont on ne se demande jamais suffisamment si elles sont réellement et authentiquement légitimes. Autrement dit, s'il y avait une leçon à tirer de ce que je viens de dire là, ce serait, on ne peut probablement pas se passer de l'identification des différences, mais on doit toujours interroger la légitimité des classifications qu'on impose. Entendez-moi bien, je pense qu'on ne se passera jamais d'une forme de classification, y compris les forts, les faibles, les adaptés, les inadaptés, mais il faut toujours se dire que cette classification doit être réinterrogée, qu'elle n'est pas métaphysique, qu'il n'y a pas un Dieu qui a dit il y a d'un côté les adaptés, de l'autre côté les inadaptés. D'un côté les handicapés, de l'autre côté les non-handicapés. Sachez que quand Alfred Binet, l'inventeur du QI, va dans la rue de la Grange-Auvel, à Paris, tester tous les enfants qui sont en grand échec scolaire, c'est pas les TDAH qu'il va identifier, c'est les apathiques. Aujourd'hui, les apathiques, c'est des adaptés. Les TDAH, c'est des inadaptés. À l'époque de Binet, les apathiques étaient des inadaptés et les TDAH étaient des adaptés. Parce que, justement, il fallait stimuler et que les élèves soient plutôt hyperactifs qu'apathiques. Aujourd'hui, un prof préfère des enfants apathiques que hyperactifs. Bon, c'est un choix. Il préfère des enfants qui s'ennuient tranquillement, sans le dire.
comme on l'évoquait hier avec quelques collègues, il n'est pas interdit de s'ennuyer à l'école, mais il est interdit de le montrer. Que pour réussir correctement à l'école, il faut être capable de s'ennuyer sans le montrer. Hein. Ceux qui vont être écartés, ce n'est pas ceux qui s'ennuient, tout le monde s'ennuie à l'école. Ceux qui vont être écartés, c'est ceux qui s'ennuient en le montrant d'une manière un peu désagréable. Voilà. Donc, il y a des différences, vous m'avez entendu, il y a des différences. Et ces différences, soyons attentifs à la fois à les prendre en compte, sortons du mythe identitaire, tout le monde est pareil, non, tout le monde n'est pas pareil, prenons en compte les différences, mais en même temps, méfions-nous de toutes les formes de naturalisation, de classification, de catégorisation et de fixation qui enferment les gens dans une définition. La prise en compte des différences peut être à l'effet un enfermement ou une ouverture. J'ai moi-même développé, à partir de mes travaux sur ce que nous appelons la pédagogie différenciée, deux types de paradigmes pédagogiques. Celui que j'ai appelé du diagnostic a priori, c'est effectuer des diagnostics systématiques et permanents, c'est d'ailleurs impossible, chercher à identifier exactement les besoins d'un sujet au risque de l'enfermer dans une nature qu'il faudrait l'aider, au contraire, à dépasser. Et puis parce qu'en pédagogie, le diagnostic ne dicte pas la remédiation. Parce que la caractéristique de l'éducation, et ça c'est quelque chose que les éducateurs ont souvent un peu de mal à comprendre, c'est que c'est plutôt l'action qui permet la connaissance que la connaissance qui permet l'action. On croit que c'est la connaissance qui permet l'action. C'est vrai pour une part, mais pas complètement. Le philosophe Alain dit il est plus facile de transformer quelqu'un que de le connaître. Et je crois qu'il a raison. Une anecdote pour vous montrer ça. Moi, j'ai longtemps accompagné des enseignants et des enseignantes de l'école primaire dans ce qu'on appelle des groupes de soutien au soutien, c'est-à-dire des groupes où ils verbalisent les difficultés qu'ils ont avec les élèves un peu compliqués. Et je me souviens de cette enseignante, qui est enseignante en primaire, qui vient un jour en nous disant « Écoutez, ça ne peut plus durer, j'ai une petite fille qui tous les matins et tous les après-midi arrive à l'école et refuse de lâcher la main de sa mère. Elle crie, elle hurle, la maman je ne sais pas quoi faire, je la fais entrer dans la classe, enfin ça me bousille 3/4 d'heure, si c'est pas 1 heure, ça me gâche la vie, c'est insupportable. Très bien. Alors, la réaction immédiate du groupe, c'est de dire « Ouais, ça te gâche la vie, on va essayer de comprendre la raison de ça. » Donc on envoie cette petite fille chez un psychologue. Le psychologue va travailler avec cette petite fille et il va probablement découvrir que cette petite fille a été traumatisée à un moment de son histoire parce que elle a eu une mauvaise note un jour où le papa est parti de la maison, je dis n'importe quoi, et que ce traumatisme-là fait qu'elle ne veut plus aller à l'école. Quand je sais ça, est-ce que je suis vraiment avancé pour qu'elle aille à l'école? Pas tellement. Parce que ce traumatisme, je ne peux pas l'effacer. Il a eu lieu. Je peux éventuellement lui donner des médicaments pour la décontracter, mais enfin, ce qui a eu lieu, a eu lieu. Donc la connaissance du traumatisme, je peux l'affiner. Mais est-ce que grâce à ça, la petite fille va pouvoir aller à l'école? Pas sûr, Alors ce qui s'est passé, et ça m'a beaucoup appris, c'est qu'un jour, cette institutrice est arrivée, professeur des écoles, on dirait aujourd'hui, dans le groupe de soutien en soutien, il nous a dit « C'est formidable, la petite Sarah, aujourd'hui, elle n'a pas pleuré. » Formidable, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on a constitué des petits groupes pour aller faire des enquêtes chez les artisans du quartier. Alors, il y avait un petit groupe qui allait faire une enquête, accompagné chaque fois d'un parent chez un cordonnier, un autre chez un ferronnier, un autre chez un menuisier, un autre chez une boulangère, etc. Et la petite fille est allée chez un cordonnier. Et elle est revenue le soir en disant « Madame, c'était super intéressant. Cordonnier, moi j'ai envie d'être cordonnière. J'ai envie de retourner là. » Et petit à petit, la petite fille, elle ne pleurait plus pour aller à l'école. Alors, est-ce que ça veut dire que la petite fille pleurait pour aller à l'école parce qu'on ne l'avait pas mis en contact avec un cordonnier? Non. Ça veut simplement dire que le remède n'est pas contenu dans le diagnostic et dans le problème. L'idée qu'il suffirait de connaître le problème pour trouver le remède est une illusion en pédagogie. Le remède, c'est un dépassement du problème. C'est-à-dire, c'est la possibilité de proposer quelque chose qui permet à quelqu'un d'aller au-delà de ses problèmes. Croire que, en analysant le problème, on va trouver le remède dedans, un peu comme on trouve la noix dans sa coquille, vous savez.
c'est s'illusionner complètement. C'est vrai en thérapie, ça, mais c'est pas vrai en éducation. En éducation, c'est la proposition qui compte. Alain disait, comment saurais-je s'il aime la musique tant que je ne l'ai pas amené à tenter de jouer du piano. Alors, on peut enfermer les gens dans des diagnostics. Mais ce que j'ai pu montrer, c'est que les effets de cela étaient extrêmement négatifs. En revanche, on peut prendre en compte les différences dans un autre paradigme, que j'appelle le paradigme de l'inventivité régulée, c'est-à-dire on prend des informations, on propose des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ça marche, on essaye un peu plus loin. Quand ça marche pas, on essaye autre chose. On propose. Et mon collègue Marc Bru de l'Université de Toulouse a montré que s'il y avait un critère d'efficacité de l'éducateur, que ce soit un enseignant ou un animateur, c'est sa capacité à disposer d'une panoplie méthodologique suffisamment étendue pour aller chercher dans cette panoplie une multitude de choses qui font que finalement, ça va accrocher. Et que ceux qui n'ont pas cette panoplie méthodologique, ceux qui n'ont pas cette diversité de propositions, ceux qui n'ont pas cette capacité d'inventivité, eh bien, ils vont finalement réussir toujours les mêmes. Donc, moi, j'avais développé cette idée qu'une pédagogie différenciée, ça n'est pas l'enfermement de quelqu'un dans ses différences, mais c'est la prise en compte des différences et l'aide à chacun pour qu'il découvre sa propre voie, en particulier par la pratique de la métacognition. Alors, je m'arrête là sur cette affaire et je vous dis, le droit à la différence est bien, à condition de le manipuler avec précaution. Hein? Agiter avant de s'en servir. Voilà. Oui, il y a des différences. Non, on n'est pas réduit à sa différence. Il nous faut reconnaître d'ailleurs la double acceptation du droit à la différence. Le droit d'affirmer sa différence, mais aussi le droit à rencontrer la différence. Ça a été dit par Madame la directrice tout à l'heure. L'école inclusive n'est pas simplement intéressante pour l'enfant porteur de handicap. Si c'était le cas, ce serait une vision étriquée de l'école inclusive. L'école inclusive, ce qui porte cette idée, c'est que la rencontre de l'autre et de l'altérité, y compris quand elle est handicap, va m'enrichir. Moi, parmi les expérimentations les plus intéressantes que j'ai faites, c'est une expérimentation qui se déroulait à Vénissieux, dans une banlieue difficile de l'agglomération lyonnaise, où des jeunes décrocheurs en rupture scolaire et semi-délinquants avaient pour charge chacun d'accompagner un enfant porteur de handicap lourd. Handicap lourd qui étaient certains aveugles, certains fauteuils roulants, certains très malentendants, etc. Et ça a été formidable, évidemment, pour les gamins qui étaient accompagnés, mais quelle promotion pour les autres que d'avoir la responsabilité d'aider et d'accompagner quelqu'un porteur de handicap. Et cette rencontre de la différence leur a donné la possibilité d'accepter à eux ce qu'ils refusaient jusque-là et qui les faisait camper dans l'échec et dans toutes ses formes, c'est-à-dire leur propre fragilité. Ces gamins qui se veulent des espèces de machos omnipuissants dont la violence est capable de résoudre tous les problèmes, découvrent qu'eux aussi sont fragiles et que cette fragilité fait que l'alliance des fragilités est toujours préférable au choc des identités. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est un des enjeux majeurs de l'exclusion. Découvrir que l'alliance des fragilités est toujours préférable au choc des identités. Alors oui, il nous faut reconnaître cette double acceptation pour permettre à chacune et à chacun non seulement d'accepter l'altérité, mais d'en découvrir les richesses, et de découvrir que la différence de l'autre ne l'empêche pas, bien au contraire, d'être son semblable. Mon semblable, mon frère, selon l'expression du poète. Alors très vite, j'ai parlé du droit à la différence, on va faire le même exercice sur le droit à la ressemblance. Mais je vais aller plus vite parce que je vois que le temps. Droit à la ressemblance. À l'opposé du mythe identitaire, il y a une fascination pour le différentialisme. Hein, une vieille histoire d'enseignement entièrement individualisé. Hein, c'est à l'époque où on n'avait que des tuteurs, des précepteurs, des moniteurs. C'est remis au goût du jour aujourd'hui par
les seigneurs, alors vous pouvez l'écrire SEI ou SAI, du numérique, hein, et en particulier par la célèbre proposition, vous connaissez, du learning analytique. Alors le learning analytique, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, hein. C'est quelque chose qui fait l'objet d'un travail et d'un investissement financier des GAFAM qui est absolument prodigieux. Alors c'est quoi le learning analytique? Mis en place au début par Google, mais suivi par Microsoft, etc., en Californie, et aujourd'hui développé en France par une série de start-up, la plupart d'ailleurs pilotées par un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est très riche, puisqu'il a fondé le site Doctissimo, qu'il a revendu et qui a fait beaucoup d'argent, et que grâce à ça, il pilote des start-up sur le learning analytique. Le learning analytique, je donne un exemple, parce qu'il y a multiples façons de le concevoir. L'exemple le plus célèbre, en Californie, on prend un enfant de 3 ans, on lui donne une tablette pendant 6 mois, avec comme consigne, tu fais ce que tu veux avec la tablette. Et aux parents, pas d'obligation, pas d'interdit. Le gamin, pendant 6 mois, il manipule la tablette comme il veut. Au bout de 6 mois, on reprend la tablette, et on la passe au scanner des logiciels d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des tas de choses. Alors on découvre s'il est gaucher ou droitier, quelle est sa couleur préférée, comment il résout les problèmes de maths, comment il fonctionne face à tel ou tel exercice, etc. C'est-à-dire qu'on prétend à ce moment-là, grâce à l'analyse de cette tablette, photographier son fonctionnement cognitif, affectif et social, et à partir de là, avoir une espèce de profil définitif qui permettrait d'organiser et de construire des séquences d'enseignement par numérique strictement adaptées à la personne. Comprenez le truc. On photographie votre comportement pendant 6 mois à l'âge de 3 ans, on en déduit si vous êtes sociable, pas sociable, si vous allez ceci, cela, comment vous fonctionnez de ceci, de cela, enfin, il y a des centaines d'items, hein. C'est très compliqué. Et on a des logiciels qui savent traiter tout ça, et à partir de là, on vous dit, vous payez quelques milliers d'euros, et on vous fournit des didacticiels strictement adaptés à l'analyse que l'on a fait de votre fonctionnement cérébral, individualisé. Alors, ça monte en gamme, ça, pour des tas de raisons. D'abord parce que il y a tout un tas de gens qui pensent que les ordinateurs, à terme, c'est moins cher que les éducateurs, ça se met pas en grève, c'est plus docile, et que, ma foi, c'est pas plus mal de les systématiser. Et puis chaque année, à Doha, au Qatar, comme vous le savez, le Qatar est un grand pays démocratique, puisque le budget de l'État est confondu avec celui de la famille royale, hein. C'est la 3e épouse de l'émir du Qatar qui a le budget de l'éducation. C'est d'ailleurs pour ça que nous honorons le Qatar en allant y faire des tas de manifestations sportives, etc. etc. Donc à Doha, au Qatar, se réunit une grosse organisation qui s'appelle le WISE, World International Summit of Education, où tous les représentants des GAFAM sont là. Et si vous allez sur le site du WISE, je vous invite à y aller, vous allez voir ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent une école où il n'y a plus d'enseignants. Ils nous proposent une éducation où il n'y a plus d'éducateurs. Ils nous proposent un système où on analyse les besoins des gens, on les flanque devant un écran d'ordinateur. Tous ces écrans d'ordinateur sont reliés à un gigantesque serveur, probablement situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisé d'ailleurs, hein. Et chacun travaille séparé les uns des autres, et comme ça, on prouve. Et alors là, c'est ça qui est formidable, c'est que si vous écoutez Bill Gates, il vous dit on prouve qu'ils vont apprendre à lire et écrire plus vite. Ben moi, à la limite, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas qu'avec ce système, on apprenne plus vite. On apprend plus vite, mais on apprend quoi? On apprend à s'isoler des autres. On apprend à être complètement coupé de la socialité. On apprend à ne fonctionner qu'à travers un écran virtuel. C'est peut-être plus efficace, mais en termes des valeurs, comme je le disais tout à l'heure, ça peut quand même être discuté. Et on voit aujourd'hui que derrière le mot individualisation des parcours, il y a de très belles choses qui se font, mais il y a aussi cette vieille songerie qu'on finirait par avoir un logiciel par personne et puis plus de collectif. Plus de collectif. Le collectif est dissous. Et donc le différentialisme, la prise en compte des différences, peut amener
à diminuer, voire abolir le collectif avec un danger de manipulation, de fragmentation et de destruction du lien social. Il faut donc sortir du différentialisme, comme il faut sortir du mythe identitaire. Il faut prendre en compte pas seulement les différences, mais les ressemblances. Alors, de quelles ressemblances parle-t-on? C'est compliqué, et je voudrais peut-être faire un petit développement ici sur deux notions qui sont, à mon avis, insuffisamment distinguées. La notion de normalisation et la notion de normativité. La normalisation, c'est qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Philosophe et grand épistémologue Georges Canguilhem disait la normalisation, c'est le cancer. Toutes les cellules sont les mêmes. Mais le cancer, c'est la mort. La normativité, c'est autre chose. La normativité, c'est la capacité à créer des normes qui permettent de réussir l'activité dans laquelle on est engagé. Il n'a rien à voir avec la normalisation. On dit quand je parle de créer du collectif entre des gens, je peux le créer par la normalisation, je ne veux voir qu'une tête, tous pareils, ou je peux le créer par la normativité. On va s'organiser pour que notre objectif, qui est d'apprendre ensemble, soit possible avec des règles et des rituels que nous allons construire, élaborer et réviser en commun. Et ça, c'est, je crois, particulièrement important. La normativité est un équilibre, une tension, entre des singularités et ce qui leur permet d'exister ensemble. Et qu'est-ce qui peut réunir les singularités? Un projet commun et des règles communes, l'échange et le partage de connaissances, la conscience et l'activation de la solidarité entre les humains, mais aussi entre les humains et la planète. Parce que, comme le disait Albert Jacquard, j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer pendant toute sa vie, la solidarité n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires, que nous le voulions ou non. Il n'y a rien que je ne fais ici qui n'ait pas un impact sur la planète. Si j'ai une bouteille de plastique plutôt qu'une carafe d'eau, ça a un impact sur la planète. C'est un manque de solidarité. Je n'accuse pas du tout l'université de ça, mais on voit bien qu'on est là, qu'il n'y a rien qui soit innocent dans nos relations. Alors oui, il y a des ressemblances, et l'enjeu de l'éducation, c'est d'accueillir chacun dans sa différence, voire dans son handicap, mais de réunir tous ces gens dans un projet commun, dans un échange et dans un partage, dans une solidarité authentique. Alors pareil, il y a des dangers qui guettent la prise en compte de la ressemblance. Le premier danger dans l'école inclusive, c'est la confusion entre la présence et l'activité. Si on assoit un gamin dans une classe, un gamin porteur de handicap, et qu'il n'est pas impliqué dans l'activité de la classe, c'est pas un inclus, c'est un exclu de l'intérieur. Bon, ça. Or, trop souvent, on confond la présence et l'activité. C'est-à-dire simple fait que la personne soit présente, on dit elle est incluse. Il y a d'autres dangers qui guettent la notion de ressemblance. Il y a les phénomènes d'emprise, l'unité fusionnelle ou fantasmatique ou idéologique. T'es porteur de handicap, t'es pas exactement comme moi, on va faire un bon chahut ensemble, éventuellement, quand on est plus grand, on va s'alcooliser en commun, etc. Et on abolit les différences miraculeusement sur le registre fusionnel et fantasmatique. C'est quelque chose que nous connaissons bien, et que les humains ont d'ailleurs beaucoup pratiqué dans l'histoire. En anthropologie, on étudie par exemple la fonction de la transe. La transe est une manière d'abolir les différences. Dans la transe, les gens qui sont porteurs de lourds handicaps intellectuels ou mentaux, ils partent avec les autres dans une espèce de fusion commune, mais c'est une fusion purement artificielle qui se fait dans un moment particulier et qui en réalité invisibilise les processus d'exclusion mais ne les supprime pas. Et il y a une manière d'être bien ensemble dans l'inclusion qui invisibilise le processus d'exclusion parce que la personne handicapée ou exclue, elle est joyeuse, elle est contente, mais il ne se passe rien qui l'aide à grandir. Donc elle reste exclue. On a simplement invisibilisé le processus d'exclusion. Phénomène d'emprise, volonté de chercher aussi l'unité dans les réponses, alors que l'unité entre les personnes et dans les questions, ça c'est un point qui m'est très cher. L'interculturalité. L'interculturalité, c'est pas le fait de dire que toutes les cultures donnent les mêmes réponses à tous les problèmes. C'est de dire que toutes les cultures se posent les mêmes questions et donnent des réponses différentes à tous les problèmes. Voilà. Que l'unité entre les humains, elle n'est pas dans les questions, elle n'est pas dans les réponses qui nous séparent,
mais dans les questions qui nous unissent. C'est en partageant les mêmes questions qu'on trouve notre propre unité en tant que membre de ce que Montaigne appelait l'humaine condition. Et la solidarité imposée plutôt que découverte, bien sûr. Alors à partir de là, eh bien, on a la construction du commun qui peut s'effectuer de la même manière que j'ai dit que pour la différenciation, il y avait deux paradigmes. Il y a deux paradigmes entre ce que j'appelle un modèle holistique et une solidarité authentique. La pédagogie holistique, c'est une pédagogie fondée sur l'identification. Voilà. L'identification à un être, à un collectif, avec une assignation des individus à une place. C'est un retour au mythe identitaire. Holistique, ça veut dire que chacun est égal au tout. Ou alors on a un paradigme qui est celui d'une pédagogie solidaire, dans laquelle la réussite se mesure à l'intégration de chacune et de chacun dans un collectif qui lui offre des occasions de découverte et de dépassement dans des interactions constructives. Alors on dirait, ouais, ça c'est bon, parole. En réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est par des activités où chacun peut s'impliquer, y compris l'enfant en grande difficulté porteur de handicap. C'est dans ces activités-là que se crée une véritable solidarité. Alors, l'enfant est intégré, mais il n'est pas simplement intégré, pour reprendre votre schéma, madame, il est aussi inclus grâce au fait qu'il participe à une activité et qu'il est actif dans des interactions. Je vais vite parce que le temps m'est compté, comme vous le voyez. Il nous faut conjuguer maintenant, au quotidien, ce droit à la différence et le droit à la ressemblance. Oui, chacun a droit d'être considéré comme différent, mais nous sommes tous membres de cette grande fraternité humaine. Nous sommes tous, en dépit de nos différences, des humains qui se ressemblent et qui sont de droit des êtres qui méritent la reconnaissance de leur éminente dignité. Dignité. J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années de ma vie avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Claude Chalaguet, qui avait monté une troupe de théâtre, le groupe Cygne, qui était une troupe de théâtre qui faisait cohabiter et jouer sur la même scène des personnes autistes gravement atteintes, psychotiques gravement atteintes, mais aussi des personnes qu'il appelait ordinaires. Il avait dans sa troupe de théâtre des acteurs extraordinaires et des acteurs ordinaires. Il jouait d'ailleurs avec une troupe de percussion qui se trouvait dans l'Ain, qui avait aussi dans cet ensemble de percussions des êtres ordinaires et des êtres extraordinaires. Et il disait toujours, et j'ai gardé cela de ce travail avec lui, que la différence ne pouvait réellement être reconnue que dès lors que, ensemble, on se reconnaissait comme aussi semblable que différent. Alors, je suis comme toi aussi. Je suis fragile, par exemple, comme toi. Même si moi, j'ai eu moins d'accidents que toi dans ma vie. Ma fragilité, elle est là quand même. Bien sûr que je suis fragile. Bien sûr que je me pose des questions. Bien sûr que je pose les questions fondatrices de l'humaine condition. Comment, par exemple, on peut aimer quelqu'un sans le manger? Vous savez, ça c'est la question de l'ogre. Dans toutes les sociétés, un des mythes majeurs, c'est l'ogre. C'est pas pour rien. Parce que l'ogre pose une question anthropologique fondamentale à laquelle je n'ai pas répondu. Et vous n'avez pas répondu, aucun d'entre vous n'a répondu, c'est comment on peut aimer quelqu'un sans le manger ou être aimé par quelqu'un sans être mangé par lui. Si l'un d'entre vous avait trouvé la réponse à cette question, je le prierais de ne pas la diffuser parce que ça abolirait à peu près immédiatement toute la littérature, tout le cinéma, tout le théâtre, etc., qui est essentiellement fondé sur cette question. Donc oui, comment aimer quelqu'un sans être mangé par lui, comment être aimé, voilà, sans manger, comment trouver la bonne distance entre l'amour et la possession, c'est une question. Et ce que disait Claude Chalaguet, cette question, le psychotique, il la vit aussi, comme l'être ordinaire. Et c'est dans le partage de ces questions que la ressemblance va se construire. Alors, il faut éviter pour cela que l'institution soit tentée par une espèce d'oscillation permanente entre le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Ça a été
un des défauts majeurs de l'évolution du système scolaire français depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la scolarité obligatoire à 16 ans et depuis peu de temps après l'installation du collège unique. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, hein? Moi qui suis le plus vieux parmi vous, j'ai vu quoi? J'ai vu un ministre qui arrivait en disant il y a des classes spécialisées où on met les élèves en grande difficulté, puis il y a des classes hétérogènes, mais ces classes spécialisées, ça ne va pas parce que les élèves sont stigmatisés, ils sont tirés vers le bas, on ne les ramène jamais dans le système normal, donc on va faire des classes hétérogènes, on va mettre tout le monde ensemble. Très bien, on met tout le monde ensemble. 2 ans après, il y a un nouveau ministre qui dit on met tout le monde ensemble, mais enfin quand même, en mettant tout le monde ensemble, on donne à tout le monde la même soupe. Hein. Il y en a qui sont satisfaits, ceux à qui on donne la bonne soupe, et puis il y en a d'autres qui traînent la patte. Donc je propose que tous ceux qui traînent la patte, pour les prendre en compte dans leurs différences, on crée des classes à part pour eux. Et allez, c'est parti, on crée des classes à part pour eux. On attend 2-3 ans, il y a un nouveau ministre qui arrive, qui dit ah ben vous voyez ces gens dans des classes à part là, ils végètent, hein. Ils végètent, regardez, ils sont quasiment condamnés à des orientations négatives, on ne peut rien en tirer. Je pense qu'il vaut mieux les remettre avec les autres pour faire réellement des classes hétérogènes où on expérimentera la découverte de la solidarité, etc. On attend quelques mois, quelques années. Il y a un ministre qui dit, écoutez, c'est pas possible. Vous voyez bien que dans ces classes hétérogènes, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc il faut leur donner une pédagogie adaptée, fondée plus sur le manuel, plus sur moins de discipline. Alors, prenons-les, mettons-les ensemble et faisons-leur une classe spéciale. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée. Notre institution a évolué de cette manière, en oscillant de l'un à l'autre, en ne trouvant que très rarement d'équilibre, parce que précisément, on n'a pas construit l'évolution institutionnelle autour de la notion d'inclusion. L'implicite de cela, c'est la forme scolaire, c'est-à-dire le fait qu'on a des classes de 20 à 30 élèves du même niveau ou à peu près qui font la même chose en même temps. Et puis on va de la classe homogène à l'individualisation systématique et vice-versa. Et on arrive à la gestion. Mais la gestion des classes, eh bien, ça finit par n'être plus que de la pacification. Mais j'écris pacification pas avec un C mais avec 2 S, c'est-à-dire on se débrouille pour que finalement la meilleure classe ce soit celle où les élèves soient le plus passifs. Voilà. C'est là où ils sont le plus contrôlables. Hein? Quels qu'ils soient. Alors, de l'oscillation, on peut passer à la tension assumée. Une tension pédagogique à réinstituer sans cesse au quotidien entre ceux qui fabriquent du commun, les temps collectifs, les projets communs, le partage des connaissances et des émotions, les délibérations, les conseils dans la pédagogie freinée ou institutionnelle. Tout ça, ça fabrique du commun. Et ce qui spécifie et émancipe les temps individuels, les défis, alors les brevets, les ceintures de judo dans la pédagogie institutionnelle, les spécialisations provisoires au service du groupe, l'entraide, les accompagnements, etc. On est là dans une tension pédagogique. Et je pense que l'inclusion, au-delà du cas précis des enfants porteurs de handicap, comme projet de société, comme projet scolaire qui peut être un projet de société, c'est une tension assumée entre des moments qui fabriquent du commun et des moments qui s'attachent au suivi de chacun. C'est une tension didactique aussi, à reformaliser sans cesse entre des objectifs communs et ce qui va susciter l'engagement de chacun et qui sera évidemment très différent de l'un à l'autre. Alors je vais vite. Dans ce cadre-là, l'éducateur ne peut plus être un simple exécutant. C'est un concepteur. Parce qu'éduquer, ce n'est pas appliquer des prescriptions, ni mettre en œuvre des procédures standardisées. C'est se nourrir du patrimoine pédagogique, des recherches didactiques, des échanges avec ses pairs, prélever des indices, et être capable de déplacer le curseur au bon moment. Alors je vais juste dire un mot sur cette idée de déplacer le curseur. Je dis il y a une tension entre le collectif et le singulier. Dans tout groupe humain, il y a une tension entre la construction du collectif et l'attention au singulier. Eh bien, le pédagogue, c'est celui qui va savoir à quel moment, tac, il y a un peu trop de singulier et pas assez de collectif. Et à quel moment, il y a un peu trop de collectif et
déplacer. Et il va déplacer le curseur. Il va gérer de la manière la plus fine possible la tension entre le commun et l'individu. Je continue très vite et je conclue d'ailleurs. Et je conclue en disant attention aux deux sens du mot attention. Être attentif et faire attention aux différences. Et attention aux deux sens du mot attention. Être attentif et faire attention aux ressemblances. Attention aux différences, oui les différences existent et il faut les prendre en compte. Mais attention aux ressemblances parce que des différences qui ne s'expriment pas sur un fond de ressemblance, c'est une société du ghetto, de l'assignation à résidence, de l'enfermement des gens dans des étiquettes, de l'absence de dynamique et d'émancipation autant. Donc, il n'y a pas de solution définitive. Et ce que je voudrais vous dire ici, pas pour vous décourager, mais au contraire pour vous encourager, c'est que l'inclusion n'est pas un système, c'est une démarche. Si on pense que l'inclusion est un système, on pense qu'il suffit de mettre des gens dans un endroit, puis c'est réglé. Non, l'inclusion, c'est une démarche sans fin entre l'attention à ce qui rassemble et l'attention entre ce qui spécifie. Et l'effort permanent pour tresser l'un et l'autre ensemble systématiquement. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire qu'on a besoin d'institutions qui proclament l'inclusion, mais que les institutions qui proclament l'inclusion ne nous exonéreront jamais du travail pédagogique que fait l'animateur, que fait l'enseignant, que fait l'éducateur spécialisé quand il a un collectif dans lequel il doit à la fois construire du commun et prendre en compte le singulier. Alors pour cela, il nous faut acquérir de nouvelles compétences, mais je voudrais finir par cette phrase de quelqu'un avec qui j'ai eu des débats un peu vifs d'ailleurs, et des désaccords un peu vifs, mais que j'aime beaucoup, et qui dans un de ses livres, qui s'appelle Bilan de faillite, c'est Régis Debray, s'adresse à son fils. Et je trouve que ce qu'il lui dit est une belle leçon. Il lui dit ceci: si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime. Chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous dépasse. Mais ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables ni queue ni tête. Et il ajoute, on ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps. Et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. J'aime bien cette citation parce que, à bien des égards, l'inclusion, c'est indémontrable. C'est un projet d'une société à la fois respectueuse des singularités et solidaire. Alors, on peut en faire une application technocratique, mais ce que nous dit Régis Debray ici, c'est que, au-delà des applications technocratiques, il faut en faire une conviction militante, quoi. C'est un projet de société, d'une solidarité particulière pour laquelle nous vivons. Et quand il dit « on ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps », moi je ne suis pas capable de démontrer que l'école inclusive c'est possible. Je ne suis pas capable de démontrer qu'une société inclusive c'est possible. Mais je crois qu'il nous faut nous battre pour une école inclusive et pour une société inclusive. Parce que c'est cette bataille-là, c'est cette démarche-là qui nous fait tenir debout et qui nous fait espérer construire un monde un peu moins clivé, un peu moins inégalitaire, un peu moins exclusif et générateur d'exclusion que celui dans lequel nous vivons. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.